Bonjour, je suis actuellement en présence de Alain Neymarck, président directeur général de Mauboussin et auteur en 2011 du livre Un rebelle place Vendôme chez Calman Levy, qui nous fait part de son expérience dans le monde de la joaillerie, qu'il a bousculé beaucoup depuis 2002. Donc Monsieur Alain Neymarck, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes diplômé de Rome Business School. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les grandes lignes de votre carrière? Écoutez, au bout de tant d'années, la carrière fut longue, hein, donc j'ai effectivement commencé ma vie professionnelle quasiment en sortant, en restant dans le monde universitaire, puisque j'ai été enseignant à HEC pendant un peu plus de 6 ans. Ensuite, je suis rentré dans le domaine de l'entreprise en étant directeur général adjoint chez Boussac. Puis, j'ai décidé de changer d'entreprise et je suis devenu le président du premier acteur sur le marché français de la moquette qui s'appelait Balzan. Lorsque cette entreprise a été vendue, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction générale d'Yves Saint Laurent pour Hommes, puis ensuite de lancer Kenzo Homme. En 1990, j'ai choisi d'aller vivre ma vie. J'ai racheté une affaire de prêt-à-porter féminin qui s'appelait TN, que j'ai revendu en 1995. Là, j'ai travaillé pour un groupe italien, un groupe bancaire italien, où j'ai piloté une partie de l'ancien pôle sport de Pirelli, avec notamment des marques comme Eder et Kawaii. Quand il s'est agi de partir à Milan, je ne pouvais pas le faire parce que mon fils aîné était en classe terminale et donc j'ai décidé de revenir en France. Là, j'ai piloté pendant quelques années un groupe textile en difficulté pour le compte d'un pool bancaire mené par la BNP. Et puis j'ai décidé de changer de vie en 2001 et je suis rentré par hasard chez Mauboussin, donc qui était une grande entreprise de joaillerie, un grand joaillier de la place Vendôme. À ce moment-là, en assez grande difficulté. J'ai été choisi pour mes qualités à la fois d'homme de produit dans le secteur du luxe et de restructurateur. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé une nouvelle vie et un nouveau métier puisque j'ai eu la chance, à travers une formule de quasi-compagnonnage, d'apprendre le métier de joaillier avec Patrick Mauboussin d'abord et certaines de ses assistantes ensuite, à savoir Béatrice Rosenthal et Sophie Mizrahi. Et je pilote donc Mauboussin depuis 10 ans. Voilà, je crois que j'ai résumé. Donc ce qui est très insolite dans votre parcours chez Mauboussin, c'est que vous n'êtes pas seulement un gestionnaire, mais que vous êtes intéressé dès le début à l'aspect technique et artistique de toute la profession, de laquelle vous ne connaissiez rien quand vous êtes arrivé à la direction de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre apprentissage de ce monde de la joaillerie, qui est assez renfermé et assez secret finalement pour ceux qui n'y sont pas? Oui, c'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori, hein. Donc en fait, je suis rentré chez Mauboussin au départ parce que j'étais un gestionnaire capable probablement de piloter la restructuration d'une affaire qui faisait à l'époque 12 millions d'euros et 20 millions d'euros de pertes. Donc ma compétence au départ, c'était essentiellement celle-là. La chance que j'ai eue, c'est effectivement avec Patrick Mauboussin d'apprendre le métier de joaillier, c'est-à-dire le métier des pierres, le métier du sertissage, le métier du dessin. Et ce faisant, au bout d'un an de compagnonnage, tous les jours, avec un professeur aussi avisé qu'il pouvait l'être, lui passant le témoin parce qu'il avait fait l'année d'avant un infarctus et qu'il ne pouvait pas continuer à piloter l'entreprise, au bout d'un an, j'étais effectivement capable de copiloter la construction d'une collection. Ce qui faisait la différence, probablement, c'était que j'avais une vision liée à ces 15 années passées dans le textile et la mode. J'avais une vision de l'évolution de la société, de l'évolution du marché de la mode et de l'évolution de la place de la femme dans la société. J'étais convaincu que la femme était en train de devenir l'acteur principal du métier du luxe, l'acteur principal en fait de la définition des tendances, et que j'étais à l'écoute des femmes et qu'en fait elles ont été quand même toute mon existence mes bonnes fées, parce que c'est quand même elles qui m'ont formé, c'est elles qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Et avec cette conception en fait de la vie
dirigé par des femmes, avec une idée assez précise de ce qu'elles pouvaient souhaiter comme objet, à savoir davantage un objet identitaire, un bijou qui soit une seconde peau plutôt qu'un trophée, avec l'idée donc qu'il était impératif de revenir à un bijou non figuratif, qui soit vraiment un objet symbolique, non extravagant, minimaliste. J'ai eu la chance d'être dans l'air du temps. Et vous savez, la vie des affaires et la vie en général, elle est souvent, vous êtes porté par votre bonne étoile, hein, ou pas. Et moi, j'ai eu la chance d'être porté par ma bonne étoile. Hein. Bonne étoile peut-être, mais un certain sens du marketing tout de même, ça on peut pas vous l'ôter. Enfin, l'ère Neymark chez Mauboussin a été remarquée dans le milieu par des mesures qui n'étaient jamais vues dans le monde du luxe et de la joaillerie. On peut citer par exemple l'affichage des publicités sur les bus ou dans le métro à Paris. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques mesures et plutôt votre politique générale qui a été pour celle du redéveloppement de Mauboussin tout au long de ces 10 années? Je dirais que le facteur clé de succès, ça a été l'accélération de la création. On était dans un métier où on renouvelait les collections à peu près par tiers chaque année. Moi, j'ai décidé de faire une nouvelle collection chaque année, puis ensuite de sortir des nouveaux bijoux tous les 4 mois. Cette accélération de l'histoire a probablement pris à contre-pied et asphyxié pas mal de mes concurrents. La deuxième décision, c'est en fait de revoir la fixation du prix. C'est-à-dire de me dire que si je voulais cibler la femme, il fallait que je sois conscient que la femme allait acheter ou devait pouvoir acheter un bijou, cette seconde peau, comme elle s'achetait d'autres accessoires, sans que le bijou puisse être considéré comme un accessoire, mais que si au fond son budget dépassait de loin le budget d'une très belle paire de chaussures, le budget d'un très beau sac, ça serait très compliqué pour moi de l'amener à acheter au moins une fois par an, voire plusieurs fois par an. Donc j'ai remis en cause la politique de marge et j'ai eu la chance de convaincre mon actionnaire principal d'accepter un challenge qui consistait à ce qu'au lieu de faire comme mes confrères, c'est-à-dire de multiplier entre 8 et 10 le prix de revient pour arriver au prix de vente publique TTC, on multiplie entre 4 et 5 ce prix de revient. C'était une révolution. En termes de gestion, c'est une révolution extrême, puisque ça reprenait toutes les notions de l'élasticité de la demande au prix qu'on apprend dans les écoles, mais qu'au fond, on ne constate souvent qu'à posteriori. Là, on a fait ce choix a priori. Ensuite, c'était très important pour moi, créant aussi souvent que j'ai une politique de communication me permettant de montrer ces objets à la consommatrice. Et montrer ces objets à la consommatrice, ça voulait dire d'abord faire des pubs produits. Dans un métier, le luxe, on a souvent envie de faire plutôt de la com institutionnelle. Moi, je voulais faire de la communication produit, et cette communication produit, je voulais la sortir de l'univers uniquement des magazines sur papier glacé pour le mettre sur les murs des villes, pour les mettre éventuellement dans les sous-sols des villes, dans le métro, pour le mettre à la télévision, pour le mettre sur des culbus, pourquoi pas. Et je l'ai fait en France, je l'ai fait au Japon, je l'ai fait à Singapour, c'est-à-dire que je l'ai fait sur les quelques marchés sur lesquels nous étions. Moi, je suis extrêmement heureux aujourd'hui que quasiment 4 ans après, Cartier revienne faire de la pub à la télé. C'est la démonstration qu'à l'époque, Cartier, comme mes autres confrères qui critiquaient quelque part cette démarche en disant qu'on banalisait le produit en faisant de la pub à la télé, bah, ça démontre que 4 ans après, Cartier, qui est de loin le leader sur ce marché, a accepté ses thèses. Ensuite, le dernier, peut-être la dernière évolution, mais sûrement pas la moindre, c'est celle d'affirmer que la marque, et la marque de luxe est une marque, mais qu'elle a vocation aussi à gérer sa distribution. Et qu'au fond, on peut être un designer, et on doit être un designer, et la création et le design sont à l'origine le facteur clé de succès du métier. Mais si vous n'avez pas les crins, c'est-à-dire si vous n'avez pas les crins où vendre cette création, eh ben en fait, vous ne la vendrez pas, parce que le produit ne sera pas présenté dans son univers. Et à partir du moment où vous rentrez dans ce métier de la distribution, bah, vous devez acquérir ce métier, qui est quand même un métier très spécifique, et accepter les règles du jeu du métier de la distribution. Donc la révolution de Mauboussin, c'est cet ensemble, et c'est pour ça que ça a pris 10 ans.
Ça a pris 10 ans et ça reprendra encore 10 ans de plus pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Merci. Et pour conclure, est-ce que vous pourriez dire un petit mot à tous nos étudiants de Rouen Business School et d'ailleurs qui souhaiteraient entamer une carrière dans le luxe, un credo ou une vision à leur transmettre? Je sais pas, moi ce que je voudrais dire, c'est que d'abord je dois tout à Rouen Business School qu'on appelait à l'époque Subdeco Rouen, puisque en fait mon histoire professionnelle elle a commencé avec un prof que j'avais en troisième année qui s'appelait Michel Manceau, qui m'a embauché à la sortie de l'école. Et il travaillait dans un cabinet de conseil qui s'appelait Plus Consultant. Et j'y ai passé 5 mois parce que là, ce cabinet était constitué d'anciens HEC et notamment d'un prof qui s'appelait Philippe Eman qui m'a ouvert l'accès à HEC en permettant de passer un concours administratif et de rentrer. Donc la première des choses, c'est le premier des conseils, c'est de ne pas considérer que le premier job qu'on va faire est neutre dans sa vie professionnelle. C'est pas vrai. Le premier job, c'est le pied à l'étrier qui va souvent conditionner la suite. Ensuite, il faut avoir une démarche parfaitement opportuniste. C'est-à-dire que le succès dans l'existence est fait de rencontres. Il ne faut jamais refuser les rencontres. Il faut aller au-devant de ces rencontres. Et il ne faut jamais reculer devant la vie. Il faut effectivement oser. J'ai fait partie à l'époque de l'équipe marketing qui a préparé le centenaire d'HEC. Et rappelez-vous, le slogan de l'époque, c'était 100 ans d'HEC, apprendre à oser. Au fond, c'est ça l'histoire. Un étudiant d'une école de commerce, un étudiant d'une business school, c'est quelqu'un auquel tout l'enseignement a dû lui amener la conviction totale qu'il n'y a de succès que dans l'audace. Merci beaucoup, monsieur Neymarck, pour cette petite intervention. Pour plus d'informations, ben, je vous conseille la lecture de Un Revel Place Vendôme, édition Calment Lévy, qui développe de manière assez littéraire et avec beaucoup de traits d'esprit votre carrière et votre vision du monde des femmes et du monde du luxe. Merci beaucoup. Merci à vous.